Cérémonie de prestation de serment au Gabon. Le président réélu Ali Bongo Ondimba reprend les rênes du pays pour un deuxième septennat. Crash d'un hélicoptère en Angola ce lundi. L'accident a fait 6 morts, dont 4 Angolais et 2 expatriés. Puis, dossier Petrobras au Brésil poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent. L'ex-président Lula affirme avoir la conscience tranquille. Merci de rester fidèle au programme de SICA TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président gabonais réélu Ali Bongo Ondimba a prêté serment ce jour pour un deuxième septennat. Une prestation qui intervient 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Lors de la cérémonie, le président gabonais a tenté de réconcilier le Gabon, un pays divisé par des violences post-électorales. Le chef de l'État a en effet déploré tous les événements malheureux qui ont suivi l'annonce des résultats du 31 août dernier. Le 26 septembre 2002, le Sénégal se réveillait dans la douleur. Le ferry qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor avait fait naufrage dans la nuit, faisant environ 2000 morts. 14 ans après la tragédie, le triste souvenir reste présent dans le cœur de tout le peuple sénégalais, mais plus encore dans celui des proches des victimes. Reportage signé Tchèque Berté. Les larmes aux yeux, chapelet en main, il est inconsolable sur cette tombe où il vient se recueillir pour pleurer son frère à chaque anniversaire de la tragédie du Diola. Il ne faudrait pas que les gens veuillent nous faire oublier cet événement. Ça c'est impossible. C'est impossible. Nous avons perdu des frères, des sœurs, des mamans, des amis. Et vous voyez, non, mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas oublier ça. Il s'agit de la plus grande catastrophe maritime mondiale qui a fait 1863 victimes selon le gouvernement sénégalais. À l'époque, le gouvernement de Wade avait promis de faire toute la lumière sur les tragiques événements, d'indemniser les parents des victimes ou encore d'ériger un mémorial en la mémoire des naufragés. 14 ans après, le collectif des parents des victimes dénonce un blackout total du gouvernement sur la gestion de l'affaire et continue de réclamer justice. Le président Macky, le courage qu'il a eu pour ouvrir le dossier de Abré à Dakar, il doit avoir le même courage pour ouvrir le dossier de Diola. C'est une demande nationale. Il faudrait qu'on sache que c'est 2000 Sénégalais à peu près qui sont restés sans compter les étrangers. En octobre 2014, les juges d'instruction d'Evry en banlieue parisienne ont suivi l'avis du parquet de Paris qui a ordonné un non-lieu en raison des dispositions internationales qui les empêchent d'engager des poursuites en France contre les 7 personnalités sénégalaises faisant objet d'un mandat d'arrêt dans le dossier. Une décision choquante que les parents des victimes n'arrivent toujours pas à digérer, surtout en ces jours de commémoration. 4 Angolais et 2 expatriés ont été tués en Angola dans un accident d'hélicoptère affrété par la société pétrolière américaine Chevron. L'accident s'est produit lundi soir au large de l'enclave pétrolière angolaise de Cabinda. L'hélicoptère était en route vers une plateforme Chevron alors que le temps était mauvais. Parmi les 6 personnes tuées, 5 travaillaient pour la société Chevron. Le pilote était lui employé par l'entreprise angolaise Eli Malongo. Conservation du patrimoine culturel au Mali, des manuscrits datant du XVIIIe et XIXe siècle ont été transférés de Tombouctou à Bamako dans la plus grande discrétion par des ONG pour leur conservation. Reportage Alima Bentouré. La crise sociopolitique survenue au Mali en 2012 a considérablement touché le patrimoine culturel du pays. Dans les universités de Tombouctou, les manuscrits du XVIIIe et XIXe siècle auraient carrément disparu, n'eût été une forte détermination. Lors des événements, la crise malienne de 2012 à Tombouctou, avec l'occupation, nous avons jugé nécessaire d'exfiltrer les manuscrits parce que nous avons senti les dangers venir. Nous avons vu d'autres cas dans d'autres pays, notamment en Afghanistan, en Irak, où le patrimoine culturel a été détruit. Donc, en sentant cela, nous avons mis en place une opération très très discrète pour exfiltrer les manuscrits et les amener
à Bamako. Au sein de cette organisation non gouvernementale, on s'attelle à la conservation de ces manuscrits, désormais destinés à 35 bibliothèques. Ces ouvrages traitent des sujets de la religion, la science et l'histoire, pour ne citer que cela. Ces manuscrits sont des ouvrages très anciens, écrits par des savants, des érudits, qui ont vraiment embrassé la science, tous les domaines de la science, et qui ont voulu partager leurs connaissances avec les gens. Donc, ils ont voulu écrire ces documents et les mettre à la disposition de la postérité. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de les conserver pour transmettre ces connaissances-là aux générations qui sont là actuellement et les nouvelles générations qui vont venir. Aujourd'hui, il est important que ces ouvrages qui retracent l'identité culturelle de tout un peuple, voire d'un continent, retournent à Tombouctou. Mais l'insécurité persistante dans les régions du Nord montre que ce retour n'est pas pour demain. Au Bénin, il a été procédé à la faculté des sciences agronomiques au lancement du projet d'optimisation de la filière de production de tilapia, une espèce très prisée dont la croissance est de plus en plus faible. Le projet pourrait permettre une certaine amélioration génétique et stratégique de l'espèce. Les précisions avec le professeur à la faculté des sciences agronomiques et directeur du laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture. Il y a deux problèmes qui se posent au développement de la pisciculture au Bénin. Le premier est le fait que la croissance des poissons que nous élevons devient de plus en plus faible. Et le deuxième problème, c'est l'aliment pour les poissons. C'est ça qui fait que la pisciculture ne décolle pas au Bénin. Et on est obligé de toujours importer du poisson pour notre consommation. Alors, nous avons élaboré un projet de recherche, développement, en partenariat avec des laboratoires spécialisés en Europe avec qui nous collaborons. Et ce projet est financé par l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur de la coopération belge à hauteur de 300 millions de francs CFA, où nous allons mettre en œuvre ce projet-là pour faire la promotion de ce poisson. Il y a deux volets. Le volet concernant l'amélioration de la croissance de cette espèce de poisson que nous mangeons au Bénin. Et également, le deuxième volet concerne la mise au point d'une provende qui convient parfaitement à ce poisson-là pour pouvoir améliorer sa croissance. Ce projet va durer 5 ans et au terme de ce projet-là, je crois que les deux problèmes majeurs qui handicapent le développement de la pisciculture au Bénin, ces deux problèmes vont trouver des solutions. En Côte d'Ivoire, le Centre international de football Adjavon-Sébastien ouvre ses portes le 7 octobre prochain. Un de ses promoteurs, Kofi Adjavon, c'est un centre à vocation humanitaire qui va accueillir les futures stars du football africain. Il évoque les liens entre ce centre et l'homme politique béninois Sébastien Germain Adjavon. On l'écoute. On appelait le CIFAS, le centre, à la mémoire de notre frère, notre père aussi, qui a voulu faire du football et aussi entériner aussi les actions humanitaires que Adjavon Sébastien est en train de faire, qui incarne pour nous au niveau de la famille Adjavon de Côte d'Ivoire l'esprit de notre père en lui. Nous attendons aussi sa contribution pour entériner l'œuvre qui est déjà prête et qui est déjà opérationnelle dès le 7 octobre 2016. Nous, pour entériner et pour l'honorabilité de notre frère Adjavon Sébastien, du président Adjavon Sébastien, qui est une illustre personnalité, nous faisons ce centre-là la gratuité d'accès. L'accès est gratuit, mais c'est lors de la signature du contrat avec des partenaires, lorsque le joueur va être intégré dans un club international, que nous allons enlever notre quote-part. Dans l'état d'Anambra au Nigeria, la police a déjoué une opération de vente d'un nouveau-né. Cette opération a conduit à l'arrestation d'une dame porteuse d'un bébé. D'autant que le Nigeria est considéré comme un pays où la commercialisation des bébés est d'actualité. Abdoulaye Issa pour les détails. Un fait divers qui défraie la chronique dans l'état d'Anambra où une femme dans cette partie sud du Nigeria du nom de Chidima Fevor Okorle, âgée de 29 ans, n'a eu d'autre option que de vendre le bébé qu'elle porte dans le ventre. N'eût été la vigilance des agents de police, la dame aurait passé à l'acte tout en empochant la modique somme de 100 000 naira, l'équivalent de 142 000 francs CFA. Interrogée par la police, Dame Chidima précisa qu'elle est dans le plus grand dénuement. La pauvreté aux trousses, par le passé, elle arrivait à subvenir à ses besoins. À l'heure actuelle, aucune activité en vue, aucune économie ni d'assistance.
Pour elle, la seule porte de sortie, c'est de tomber enceinte et dans la mesure du possible, chercher à vendre le bébé. Elle aurait même précisé que des tractations vont bon train et que la personne contactée lui aurait promis un premier versement de 50 000 naira. La police d'Anambra, qui aurait approfondi l'enquête, a découvert que Dame Chidima était mère de 5 enfants. Examen médical à l'appui, la question où sont passés les autres enfants. Certaines franges de la population nigériane sont dans le dénuement total. Pire, la situation économique que traverse le pays actuellement inquiète. Des voix s'élèvent déjà au niveau des organisations non gouvernementales pour interpeller les autorités à prendre des mesures pour en finir avec ce fléau de vente d'enfants par les industries de fabrication de bébés. L'âme et la conscience tranquille des propos tenus par l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors d'un meeting politique à Rio de Janeiro lundi soir. Ce meeting s'inscrit dans le cadre de la campagne pour les élections municipales. Notons que 2 de ses anciens ministres ont été arrêtés et qu'il est lui-même poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent. Reportage. Nouveau coup dur pour l'ancien président brésilien Lula da Silva et le Parti des travailleurs. Antonio Palocci, son ex-ministre des Finances, a été arrêté lundi. Il s'agit là du 3e ancien ministre arrêté dans le cadre du scandale de corruption Petrobras. Un scandale qui éclabousse toute la classe politique brésilienne, y compris Lula. Eu quero dizer para vocês que eu estou com a minha alma, com a minha consciência tranquila. Je veux vous dire que j'ai l'âme, la conscience tranquille malgré l'invasion qu'a subie ma famille. Je n'ai jamais imaginé qu'un policier fédéral entre dans la maison de l'ancien président, lève son matelas en pensant qu'il y avait de l'argent. Mais je n'ai pas tremblé. Achando que eu tinha dólar, achando que eu tinha dinheiro. Eu não fiquei nervoso. Ils ont déjà enquêté sur des comptes à l'étranger. Qu'ils donnent le résultat. Ils ont enquêté sur des comptes au Brésil. Qu'ils donnent le résultat. Ne décidez pas par conviction. La conviction n'est pas une preuve. Lula da Silva est impliqué dans 3 enquêtes liées au scandale Petrobras. Cette affaire a coûté plus de 2 milliards de dollars à la compagnie phare du Brésil et bénéficié à des dizaines de responsables politiques de divers partis. Pour le groupe parlementaire du Parti des travailleurs au Congrès des députés, les dernières arrestations visent en réalité à attaquer le PT et empêcher Lula de se présenter pour un nouveau mandat présidentiel en 2018. Et c'est sur cette note du Brésil que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.